passage très intéressant. Prédateur cosmique. Et je vais vous parler de Mercure. Ah là, c'est très très bien aussi ça. Mon ami Andreas. Et des bouquins comme ça, c'est des perles, mais alors des grosses perles. Mon pote, quand il faut voir ça à la télé, alors là, je sais pas de mal à la veille, hein, je veux dire. Voilà. Prédateur cosmique de Andreas. Édition Book Odyssey. Odyssey. Alors, Mercure, page 133. C'est pas très long, je pense. Voilà, Mercure. Orbitant à environ 58 millions de kilomètres du Soleil, juste à côté quoi, la planète Mercure en est aussi la plus proche. On devrait logiquement penser qu'elle est également la plus chaude. C'est une erreur, car malgré les 400 degrés Celsius qu'atteint parfois son côté diurne, elle reste en dessous de 460 degrés Celsius de Vénus. Ouais, c'est Vénus la plus chaude. Comme pour cette dernière, il y a des zones bien plus fraîches, ainsi que le prouve l'analyse des régions polaires qui fait ressortir de la glace d'eau nichée dans les cratères aux températures négatives, pouvant atteindre moins 73 degrés Celsius. N'étant jamais exposé au soleil, nous appuierons nos recherches à propos d'une éventuelle exploitation de Mercure par la civilisation prédatrice des Anunnaki, reptiliens. Il y en a qui vont rire. Avec la sonde spatiale Messenger. Celle-ci, lancée en 2004, se place en orbite autour de la planète Mercure le 18 mars 2011 et s'y crasa le 30 avril 2015. Entre-temps, Messenger a effectué 4104 fois le tour de Mercure et pris plus de 270 000 photos. 270 000 photos, ce qui est énorme. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Dont celle que nous allons examiner, PIA 16676, qui s'intitule Ring of Fire, qui veut dire anneau de feu, postée le 9 janvier 2013 sur le site de la NASA. Après, je vais voir plus près de ce qui se passe. Oui. Un simple agrandissement du cratère central encadré en haut révèle qu'il abrite des bâtiments que l'on pourrait facilement qualifier de complexes industriels. Étonnamment, je ferai des photos d'ailleurs, les constructions sont à peine cachées. Peut-être les retoucheurs d'images ont-ils jugé une personne n'irait s'imaginer que Mercure puisse être colonisé. Pour revenir aux constructions dans le cratère, le fait d'accentuer les contrastes en révèle d'innombrables, les faisant passer à l'état d'une véritable cité. Voilà, et si on regarde bien, c'est choquant. Hein. Effectivement, il y a des structures. Hein. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas un hasard. De toute façon, Mercure, Lune, la Lune, Mars, Neptune, Uranus, et j'en passe. Il semblerait même que des constructions se trouvent tout autour du cratère, le même procédé appliqué au cratère dans l'encadrement de droite. Je vais vous rappeler. Tout d'ailleurs donne les mêmes résultats. Mercure semble tout aussi colonisé que les autres planètes. Encore une. Nous voilà arrivés au bout de notre voyage et avec lui les prises de vue contenant des structures artificielles. Mais nous n'avons jamais fait survoler le système solaire et il va falloir parier que la majorité, sinon l'ensemble de Tiamat, soit aux mains de ceux que les Sumériens appelaient Anunnaki. Que ces derniers soient ou non de type reptilien, ils sont de toute évidence de redoutables prédateurs cosmiques. Avant de se poser la question quant à leur véritable but vis-à-vis de l'humanité. Il nous reste à déterminer d'où viendrait cette super civilisation, parce que c'est une super civilisation, ça forcément. De nouveau, la réponse se trouverait dans les textes antiques, et je vous fais voir tout dans la gueule. Je peux pas faire mieux, hein. Ok. Pas de hasard. Voilà.
Ouais, et ça grouille de plein de structures. Ah bah ça se voit de toute façon, regardez les ombres derrière, tout ça au milieu, tout partout. C'est monstrueux. Il y a plein de bâtiments, je ne sais pas quoi. Si vous regardez bien, oui, c'est pas des... Il n'y a pas de trucage, hein. On voit des sortes de dômes apparemment. Ici, voilà, on a l'impression qu'il y a des sortes de dômes, je ne sais pas quoi là au-dessus. Là, c'est assez curieux les formes. Là, il y a une sorte de cylindre, je ne sais pas quoi par terre. Là, pareil. Il y a une sorte de bâtiment là, ici. Après, je sais pas, c'est peut-être l'œil ou l'hypnose, je vais dire, enfin l'hypnose, je veux dire. Optique, mais ça m'étonnerait gros comme une maison. Voilà. De toute façon, je pense que c'est presque fini. Voilà, ah bah c'est fini là. Ce qui est déjà pas mal. Et je vais couper. Et voilà, je vais faire celle-là et je coupe. Oui, oui. C'est bien sur Mercure. Mais à un moment, il faut arrêter de mentir aux gens, je veux dire. C'est tout, on le sait. La Lune, déjà, on sait très bien que voilà, il y a des structures, il y a même des ovnis qui sortent de là. Même la Lune en elle-même, de toute façon, on se demande si c'est pas un vaisseau spatial. Alors, ça paraît complètement dingue, hein. On peut me foutre une camisole, mais bon. Faut pas oublier que c'est Jean-Claude Bourré, hein, c'est Jean-Claude. Jean-Claude Bourré, oui, il a quand même dit que on y a peut-être même des extraterrestres parmi nous. Hein. Bah, j'arrive sur ça, il marche parmi nous, donc oui. D'accord, c'est quand même Jean-Claude Bourré, hein, je sais pas si... Enfin bref, bon alors je coupe, merci, et à bientôt. C'était une petite vidéo, bon, 7-8 minutes, mais c'est pas mal. Prédateur cosmique de Andreas, édition Book Odyssey, et je coupe. Et c'était Mercure, que j'avais pas fait, que je la remettrai sur Vimeo. Parce que je suis sur Vimeo aussi. Voilà. Parfois vous tapez Galaxy One sur Vimeo, G-A-L-A-X-Y, bah, comme sur mon truc. C'est pareil, One, O, ce qui veut dire, voilà. En français, c'est pas compliqué. Galaxy 1. Ou l'inverse, une galaxie. Voilà. Prédateur cosmique. Je coupe là et merci pour les vues. À bientôt. Voilà, Prédateur cosmique. Ça fait longtemps que j'ai pas fait Prédateur cosmique. Et là, je vais vous présenter le soleil qui va s'afficher ici, à côté de vous, après. Hein. En gros plan. Prédateur cosmique de Andreas. Voilà, page 161 si je me trompe pas. Pas 30 secondes. Hein. Voilà. Le soleil. Le soleil fait 1 400 000 km de diamètre, soit 108 fois celui de la Terre. Oh non, on est ridicule à côté. 2 milliards de tonnes et 1000 fois supérieure à celle de l'ensemble des planètes du système solaire. Chaque seconde au cœur du Soleil, environ 700 millions de tonnes d'hydrogène sont converties. Vous allez voir les anomalies qui à côté du Soleil. Par fusion nucléaire, en 675 millions de tonnes d'hélium et 5 millions de tonnes d'énergie sous forme de rayons gamma. Du fait, le Soleil dégage autant d'énergie que 10 milliards de bombes nucléaires par seconde, l'équivalent d'1 milliard de centrales nucléaires. Une énergie colossale dont nous ne captons qu'une infime partie. Mais ce n'est peut-être pas le cas des Anunnaki reptiliens. C'est ce que semblent révéler les 12 instruments de la sonde spirale SOHO, ici d'une collaboration entre la NASA et l'ESA. Cet observatoire solaire orbite autour du Soleil depuis 1996. Et parfois SOHO montre quelques surprises, tels des clichés postés sur SOHO NASCOM, je vous ferai un lien. C'est le cas avec le cliché du 31 juillet 2015. Il paraît difficile de ne pas faire le rapprochement avec le sceau sumérien dont l'auteur Zeker Zitkin suggérait qu'il représentait le voyage entre Mars et la Terre. Oui.
Et là, c'est hallucinant. Et ça, c'est bien autour du soleil. Voilà. Vous avez le site, là, c'est marqué. Mettez sur pause. Et voilà. Franchement, alors moi j'ai bien une anomalie, mais quand même, vu la taille du truc aussi, qui doit être gigantesque. Alors, la NASA parle de reflets ou d'erreurs de traitement d'image. L'argument serait valable seulement si on ne tient pas compte de la prise de vue datant du 26 juillet 2015. Le même objet apparaît alors dans une position différente, laissant présager qu'il s'agit qui se dirige vers le soleil. Quand même 2 fois, ça commence à faire beaucoup. On va voir tout petit rôle, hein, après il sera, voilà, quand c'est zoomé. Si on suit le déroulement de ces 2 clichés, alors tout laisse croire qu'un énorme vaisseau spatial Anunnaki aurait plongé vers le soleil pour en sortir 5 jours plus tard. On pourrait toujours attribuer, peut-être par comme du diesel ou du gazole, hein. Non mais on rigole, mais il y a beaucoup d'ovnis qui sont autour du soleil, qui sont énormes, des gigantesques vaisseaux mers, qui font des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres, et qui se servent de l'énergie du soleil comme une ressource divine, on va dire un peu comme l'essence chez nous avec la bagnole, bon, pareil ridicule, mais bon, pour recharger leur vaisseau puis partir. On pourrait toujours attribuer ce genre d'événement à des coïncidences fortuites dues à de simples reflets ou erreurs de traitement d'image. Il y en a même qui disent que le soleil à l'intérieur, il s'ouvre, et ce serait un gigantesque vaisseau. J'ai vu ça une fois, comme la Lune, et là ça fait peur, parce que si c'est un gigantesque vaisseau, le soleil serait faux. Complètement. Je sais pas. Le problème, c'est qu'une simple recherche sur Internet montre que ces exemples se multiplient, au point de se produire quotidiennement. Parfois, ils sont même repris par les médias en ligne. Par exemple, le cliché révèle le 16 mai 2017 par l'agence de presse multimédia internationale Sputnik. Commentaire de Sputnik, les scientifiques de la NASA ont réussi à filmer 3 objets volants non identifiés se déplaçant à très grande vitesse devant le soleil. Il a noté que tous les objets volaient à la même vitesse et que leur dimension dépassait la taille de notre planète. Les 3 ovnis ont été photographiés par des chercheurs de la NASA au moment où ils passaient devant le soleil. En plus de leur vitesse et de leur taille, les scientifiques ont été déconcertés par le fait que les 3 ovnis se déplaçaient l'un après l'autre, suivant la même trajectoire et à la même vitesse. Les chercheurs ont utilisé une caméra montée sur un télescope coronagraphe COR2 afin de capter les objets spatiaux. Grâce à cette technologie, les spécialistes ont réussi à obtenir des images de 3 objets cylindriques. Les scientifiques notent que la taille de chaque objet dépasse celle de la Terre. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus grands que la Terre, hein, plus grands. Quand je vous dis qu'ils sont gigantesques, oui, c'est même beaucoup plus grand qu'une dépense D, hein, c'est même pas la peine d'y penser, hein. C'est dépassé là. La vitesse des ovnis était si grande que les objets avaient disparu sur l'image suivante capturée par la caméra. Sur le dernier objet, voilà, les scientifiques ont remarqué une source de lumière. Selon les chercheurs, elle peut provenir d'un reflet ou d'un élément de construction. Je vais vous faire voir après les images. Ah oui, on a quand même les images, hein. C'est pas des rigolos. Il y a beaucoup de cas analogues, parfois des flottes entières sont captées. Alors je terminerai avec une autre vidéo de Soho qui a défrayé la chronique. Elle n'est pas nouvelle puisque datant du 10 mars 2012, mais elle me semble cruciale pour aller au bout de notre démarche concernant la réalité des Anunnaki reptiliens. La vidéo qui a fait le tour du web montre une énorme sphère que l'on pourrait qualifier de planète artificielle étant plus grosse que la Terre. Ça, c'est les 3 objets cylindriques, hein, qui sont plus grands que la Terre, hein. Note que dépasse la Terre. Ok. Et là, c'est... Bah ça, elle est connue, cette vidéo, hein. De toute façon, je vous mettrai le petit soleil sur le côté, parce que j'aime bien les images en 3D. J'aime bien travailler tout ça. Ça prend un peu de temps, mais ça va aller. C'est moi qui fais toutes les vidéos même, hein. C'est comme le patron, hein. J'aime pas qu'on touche, en gros c'est un peu ça. Je veux que ce soit moi qui fasse tout. C'est comme ça.
Durant plusieurs secondes, le vaisseau géant semble être accroché à la surface du Soleil avant de se décrocher pour partir dans l'espace. La NASA a réagi en disant qu'il ne s'agissait que de trous coronaux, mais une éjection de masse coronale arrive lentement avec une augmentation constante de la densité du vent solaire au cours des 2 premières heures. Dans la vidéo, l'objet se détache et s'éloigne rapidement. De plus, chose incompréhensible pour une injection de masse coronale, l'objet converse parfaitement à sa forme sphérique. Et je vais rajouter aussi des gros cubes noirs autour du Soleil. Parce que je sais pas si c'est noté dedans. André le saura comme ça, André. C'est des cubes noirs gigantesques. Vous mettez cube noir, black cube, sun, autour du Soleil, vous allez trouver, il faut. Il paraît que ces cubes noirs, c'est selon un mythologue, je ne sais plus comment il s'appelle. Il m'a dit que ce serait un cube noir pour enlever les gens, une sorte d'abduction. Là, ça serait très grave, c'est ça. Et ils sont autour du Soleil. Donc normalement, bon. C'est des cubes noirs, cube black, votez cube black, sun, vous allez trouver. Et c'est énorme, beaucoup plus grand que la Terre aussi. Donc si nous sommes en présence d'une civilisation capable de bâtir des planètes artificielles qu'elle alimente par l'intermédiaire du Soleil, alors il n'y aurait rien d'étonnant à ce que des astres comme la Lune soient tout aussi artificiels. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc le Soleil serait peut-être artificiel aussi. Ainsi, So pourrait nous apporter la preuve que la civilisation Anunnaki reptilienne en 450 000 ans aurait eu largement le temps d'atteindre le type 2 sur l'échelle de Kardashev. Pour rappel, l'échelle de Kardashev est une méthode de classement des civilisations en fonction de leur niveau technologique. Nous, on doit être de très petits. Elle fut proposée par l'astronome russe Nikolai Kardashev, du nom de la formule, en 1964. L'échelle de Kardashev s'organise en 3 catégories basées sur la quantité d'énergie dont dispose une civilisation donnée selon une progression exponentielle. En plus, ça date déjà de 64, grâce aux Russes, Nikolai Kardashev. Déjà, c'était pas d'hier. Une civilisation de type 1 est capable de capter et d'utiliser toute l'énergie de sa planète, c'est-à-dire les vents, les cyclones, les marées, volcans, orages, énergie solaire, nucléaire. Une civilisation de type 2 est à même de capter toute la puissance de son étoile. Pour nous, le Soleil, étant donné les chiffres astronomiques évoqués plus haut, en consommation demanderait environ 1 milliard de fois plus de puissance que celle de type 1. À ce niveau, elle contrôlerait l'ensemble du système solaire, son étoile ainsi que ses planètes. C'est déjà ce que laissent entrevoir nos recherches. Quant à une civilisation de type 3, cette dernière a le contrôle de toute la galaxie, dont elle tire la puissance de toutes les étoiles. Et je vous fais signaler que derrière notre seule galaxie, notre toute petite galaxie, il y a 2500 milliards d'autres galaxies derrière que nous ne connaissons même pas. Selon les scientifiques, et c'est peut-être même plus que ça. Même si les Anunnaki reptiliens, et on connaît que à peine 1% peut-être de notre galaxie, et encore. Vous voyez comme on est rien du tout, on est de la MERDE. Pardon, mais vous êtes trop méchant. Même si les Anunnaki reptiliens sont bien originaires des types Pléiades, alors ils ont atteint le type 3 depuis déjà longtemps. Les informations obtenues au long de cet ouvrage montreraient que les Anunnaki reptiliens appartiennent au minimum à une civilisation de type 2, mais plus vraisemblablement de type 3, alors que les humanités n'entrent même pas dans la première catégorie. Bon, oui. Nous sommes peut-être, sans en rendre compte, au cœur de mégastructures appelées sphères de Dyson, dans Prison Cosmique. D'ailleurs, c'est le prochain livre que j'ai déjà présenté un petit peu. Une sphère de Dyson est une mégastructure imaginée en 1960 par le physicien, théoricien et mathématicien américano-anglais Freeman Dyson. Elle consiste à la mise en place par une civilisation technologiquement plus avancée que la nôtre, au moins de type 2, ayant pour objet de récolter toute l'énergie émise par l'étoile centrale qu'elle enveloppe. Ok. Je vous rappelle que c'est des mégastructures, les sphères de Dyson. Et vous avez vu la taille par rapport au Soleil. Donc c'est même pas la peine de parler de la Terre. À côté, elle est ridicule. Mégastructure, je vais pas dire quoi, mais non terrestre. Cela pourrait même être une réponse au paradoxe de Fermi. Au cours de l'été 1950, dans la cafétéria du laboratoire national de Los Alamos,
Les physiciens de prix Nobel Enrico Fermi lançaient la discussion entre le physicien Edward Teller, le scientifique nucléaire Emil John Konopinski et le physicien Herbert Frank York sur le paradoxe qui portera son nom. Je sais ça parce qu'il y a un léger flou. Bon, si c'est un petit peu flou, c'est pas grave. Le paradoxe de Fermi peut se formuler de la sorte s'il y avait des civilisations extraterrestres. Ça va servir. Leurs représentants devraient être déjà chez nous. Où sont-ils donc? Le paradoxe, déjà sur la Lune, faut pas être trop loin, même déjà sous terre, hein, sous nos pieds. Le paradoxe de Fermi est plus que jamais d'actualité. On sait aujourd'hui qu'environ 200 milliards d'étoiles composent notre galaxie et plus qu'une centaine de milliards de planètes orbitent également autour d'elle. Les astronomes estiment que la Voie lactée héberge autour de 9 milliards de planètes habitables. Science et Vie, le 8 avril 2019, hein, c'était dit là-dedans. La réponse au paradoxe de Fermi, à savoir comment peut-il se faire que nous n'ayons pas encore été visités par des nombreuses civilisations extraterrestres, pourrait être, ils ont toujours été là, ils nous ont créés et ils nous exploitent à leur insu. Comme j'ai déjà dit, nous sommes face à un puzzle intemporel qu'il est temps d'assembler. Je vais vous faire voir ça, c'est merveilleux et je coupe. Ça, c'est très très beau. Eckhart Tolle, d'ailleurs, il a fait une référence dans ses livres. Voilà. Ça, c'est... On a l'impression que c'est un ange géant. Extrêmement géant. J'imagine plus grand que la Terre. Voilà. Prédateur cosmique, le soleil. Et je coupe, merci. À bientôt. Alors, je vais vous lire un passage très intéressant. Prédateur cosmique. Alors, j'ai pas tout lu parce que il y a trop de trucs. Je vais pas tout faire voir non plus parce que c'est comme le livre de Andreas. Je vais pas tout déballer. Mais quand vous allez voir les structures qu'il y a dessus, en plus, je vais vous donner les coordonnées que vous pouvez même visiter. Vous pouvez regarder. Je vous mettrai sur pause. Tout est dessus. De toute façon, il n'y a pas d'erreur. Donc, vous avez la preuve. Hein, parce qu'il y en a qui... Après, on a dit qu'on est des fous. C'est un peu tout ce que vous voulez, de toute façon. C'est très intéressant. C'est sur la Lune. Et accrochez-vous. C'est explosif. C'est parti. Prédateur cosmique de Andreas. Alors faites pas attention parce que je suis en pyjama, tant que j'ai mal à ma jambe, un sceptique, j'y peux rien. Je vais pas m'amuser à m'habiller, me faire mal, puis m'en mettre, voilà, je préfère laisser le pyjama. C'est logique. Alors, prédateur cosmique, un passage très intéressant. Là, vous allez voir les bâtiments, c'est hallucinant. Enfin, 2-3 trucs. La Lune. Voilà. Au-delà d'installation, je démontre son côté artificiel, tout comme la Lune de Mars. Voilà, Phobos. Dans mon essai La mécanique des dieux, mais pour les mêmes raisons qu'avec la planète Mars, je n'utiliserai pas mes découvertes déjà éditées. Sur Internet, on trouve énormément de choses concernant la Lune, mais comme toujours, je préfère me rendre compte par moi-même, quitte à y passer des heures, pour vous dire. Cette fois, j'ai utilisé l'application Google Earth Pro en mode Lune. Google Earth Pro en mode Lune, je vais vous faire après les coordonnées. Les structures que nous allons découvrir sont par chance presque totalement camouflées. De plus, elles sont faciles à trouver, puisqu'elles se situent aux coordonnées, je vais vous faire voir, dans la bande centrale claire, juste à droite du cratère Euler. Alors déjà, je vais vous montrer les coordonnées que vous pouvez mettre sur pause. C'est marqué en bas. Mettez sur pause, vous allez le trouver. Voilà. Google Earth Pro en mode Lune. Alors, de toute évidence, ce n'est que la partie de l'iceberg visible. Pour confirmer qu'on est bien en présence de bâtiments, un agrandissement avec découpage s'impose. Et c'est parti. Alors, vous voyez, en se basant sur ça, là, avec les coordonnées, voilà sur quoi on tombe. Je vous signale qu'on est sur la Lune.
Ok. Cratère Euler. Hein. Merci, c'est pas fini. Le fait que ce soit des constructions saute aux yeux de la même manière que pour la reconstitution 3D de Sidonia Mansa. Et il est étonnant que les graphistes de la NASA aient pu faire des ratés aussi grossiers. Ouais, déjà ça c'est vrai. C'est aussi le cas avec de nombreux clichés de Mars. Ils sont protégés par des filtres, mais parfois les objets sont si évidents qu'on en vient à se demander si ce n'est pas secrètement voulu. Revenant aux constructions lunaires, trouvées par la volonté de Google Earth, j'ai agrandi le bâtiment de gauche. Bien qu'il soit plus probable qu'il fasse partie d'une structure beaucoup plus grande, ce que l'on voit ferait plutôt penser à un bunker nazi. Voilà. Accrochez-vous à ça, tu vois. Bienvenue sur la Lune. Vous avez les coordonnées et tout. Je ne peux pas faire mieux. Vous cherchez. Il n'y a pas d'erreur. Bunker, moi je pense que c'est un bunker nazi. Pas me tromper. Parce que bon, je pense qu'ils ont été dessus. Il y a de grandes chances. Vous imaginez la structure derrière, ce que ça représenterait, ça ferait ça. Hein. Et je vais lire la fin, parce que je peux pas tout lire, il y a trop de choses. En longeant le bas de la bande claire, on trouve d'autres bouts de structures artificielles, plus ou moins bien noircies, comme griffonnées. Cette formation ne pouvant en aucun cas être naturelle, il semble difficile d'ignorer une présence intelligente sur la Lune. Fort de ce constat, nous pouvons tenter d'en découvrir davantage. Il n'y a pas de complot, des conneries comme ça, hein, d'accord. Vous avez les détails, vous avez les coordonnées, vous avez tout. Je ne peux pas faire plus. Avant de c'est sur la Lune, hein, c'est pas sur la Terre ou je sais pas quoi. Hein. Avant de poursuivre cette quête, il ne faut pas perdre de vue que si des astres aussi éloignés que Triton ou Pluton subissent une censure par retouche d'image, cette même censure s'applique davantage à la Lune, manifestement à cause de sa proximité à la Terre. Ainsi, lorsqu'on examine la Lune par l'intermédiaire des applications mises à la disposition du public, on aperçoit sa surface en noir et blanc, avec un fort albédo qui ne laisse entrevoir que peu de choses, contrairement au cliché de la mission Change, dont les sondes chinoises nous révèlent un environnement à la texture et aux teintes plus réalistes. Sachant cela, pour une question d'accessibilité au plus grand nombre, j'ai fait le choix d'utiliser Google Maps, mais qu'il suffit de rentrer dans un moteur de recherche internet. La région concernée se situe au pôle nord lunaire, entre le cratère Sylvester de 59 km de diamètre et Plaskett, cratère d'un diamètre de 144 km, mais je ne vais pas tout déballer. On va faire voir ça et je coupe. Les coordonnées, tout ça, vous les avez déjà. On va faire voir un petit peu tout ça. Hein. C'est tellement hallucinant. Voilà. Voilà, je peux pas faire mieux. Voilà, je coupe. Prédateur cosmique, la Lune. Je mettrai Bunker à côté comme titre. Ouais, Bunker. À bientôt, je ne sais pas quand. Voilà, il faut que je m'enjambe, peut-être une deuxième infiltration, je sais pas. Je coupe.